Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, à cette nouvelle conf à la maison qui a pour thématique ce soir les matériaux biosourcés et qui fait suite à la conférence de la semaine dernière sur l'enveloppe et l'isolation. Donc, cette conférence, elle vous est proposée par l'espace Info Énergie Auvergne-Rhône-Alpes, qui est co-animée par l'ALTE 69 et l'ALEC. Donc, Hélène et moi, on fait partie de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Et puis ce soir, on a un invité qui est François Leroux de l'association Oikos, qui co-animera avec nous une bonne partie de cette conférence. Donc l'espace Info Énergie, financé par la métropole, l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Le service, on va quand même reparler des consignes. Donc, normalement, vos micros et caméras sont coupés pour plus de fluidité. Les questions, elles sont à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle « Converser » ou « Discussion » en bas de la fenêtre Zoom. Et donc, comme chaque édition, le webinaire, il est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Donc, normalement, on le mettra en ligne dans les 2-3 jours. Voilà pour les consignes. Donc, il y aura normalement 2 temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'avance dans l'onglet discussion et puis je les transmettrai à nos intervenants. On peut aller sur la suivante. François peut nous présenter l'association Oikos. Depuis 30 ans. On est organisme de formation aussi. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà, donc on travaille essentiellement autour du thème des écomatériaux. Enfin, on a été créé sur ce thème à la base et depuis 30 ans, on développe des actions vers différents publics autour des thématiques de la qualité environnementale du bâtiment, de la santé dans le bâtiment aussi, auprès du grand public, des scolaires, des particuliers qui ont des projets de construction ou de rénovation, des collectivités, des professionnels de la construction, architectes, artisans. Voilà. Vous aurez plus de détails sur toutes les actions qu'on peut proposer en allant sur notre site internet, dont vous aurez la référence à la fin du PowerPoint. Alors, pour ce qui est donc de l'espace Info Énergie, comme j'avais commencé à vous le dire, donc on est un service d'intérêt général, gratuit, neutre et indépendant. Et notre rôle, c'est de faire du conseil aux particuliers, qu'ils habitent en maison individuelle ou en copropriété, avec à la fois un volet conseil technique, avec un volet conseil économique, et puis avec un volet aussi environnemental, puisqu'évidemment, si on fait ça, ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour améliorer, on va dire, la performance énergétique des bâtiments, réduire la consommation d'énergie fossile et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je te laisse aller sur la suivante. Donc, sur le Rhône, on est deux associations à animer cet espace Info Énergie. Donc, vous avez l'ALEC qui gère la partie en gris clair, le Grand Lyon, la métropole. Donc, ça nous fait 59 communes et 1 400 000 habitants. Donc, on a un petit peu de quoi s'occuper. Et les collègues de l'ALTE, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, gèrent le reste des Comcom du département. Et donc, ils ont eux aussi des permanences décentralisées sur un certain nombre de communes. L'idée étant d'arriver à couvrir le territoire au mieux possible. Suivante. Donc voilà, que vous souhaitiez, on va dire, rénover votre logement, voire même construire un logement neuf, baisser votre facture d'énergie, connaître les aides disponibles, etc., etc., etc. Il vaut mieux nous contacter le plus en amont possible. Et vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur le site infoénergie69-grandlyon.org. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter. Et comme ça, vous serez aussi averti des événements à venir. La suivante. Donc, on va aujourd'hui parler de pourquoi les matériaux biosourcés. Bon, en 2 mots, les matériaux biosourcés, c'est les matériaux donc issus de la biomasse végétale, animale ou du réemploi, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, François nous en parlera. Donc, il y aura le volet caractéristiques techniques, le volet confort d'été, parce que c'est une préoccupation qui est de plus en plus
d'actualité. Le volet hygrométrie, on prendra un premier temps de questions-réponses, puis on parlera de la filière des matériaux biosourcés, de leur mise en œuvre. Et, on prendra ensuite une deuxième série de questions-réponses. Et puis là, normalement, ça sera le temps de nous quitter parce que je pense qu'on a un programme assez ambitieux. Et donc, je vais vous laisser démarrer tout de suite, les collègues. Eh ben, c'est parti. Donc, pour la question pour la question donc, du pourquoi les matériaux biosourcés. Alors, donc, Sylvain l'a mentionné, donc on va parler beaucoup de rénovation, mais il y a également le volet construction neuve. Et donc, il y a la future réglementation, donc non plus thermique, mais réglementation environnementale qui s'annonce. Donc, pour l'instant, on nous annonce une application à partir du 1er janvier 2022 pour une grande partie des typologies de construction neuve. Et donc, la grande nouveauté justement de cette RE 2020, c'est le volet carbone qui va ou qui est déjà donc annoncé pour, en plus du volet énergie qu'on connaît déjà dans les réglementations thermiques depuis les années 70. Donc, en gros, ce qui va être demandé, c'est des modes constructifs qui émettent ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre et qui permettent également d'en stocker, donc, notamment le CO2. Et donc, c'est une des solutions donc, préconisées, c'est le recours aux matériaux biosourcés. Il est également donc, encouragé des consommations d'énergie renouvelable, donc d'énergie décarbonée. On va avoir d'autres visioconférences dans les semaines à venir à ces sujets-là également. Et donc, la RE 2020 prévoit donc des seuils d'émissions de CO2 pour les constructions neuves. Donc, justement, l'idée de tout ça, c'est de limiter l'impact des bâtiments neufs sur le climat. Et donc, je l'ai mentionné, donc le CO2 va être calculé. Et donc, tout ça se passera dans un calcul qui s'appelle analyse de cycle de vie, donc ACV. Et justement, en fait, cet ACV, c'est donc l'évaluation de l'impact de la conception donc des matériaux de construction et également donc des équipements des maisons. Et donc d'encourager également donc, le recours aux matériaux biosourcés pour l'isolation, mais également pour les modes constructifs. Voilà, donc c'est les sujets qu'on va aborder donc, avec François maintenant pour la suite. Voilà, donc comme le disait Sylvain tout à l'heure, les matériaux biosourcés, c'est des matériaux issus de la filière végétale et animale, et éventuellement la filière du réemploi des matériaux de déconstruction. Donc pour ce qui concerne les matériaux issus de la biomasse, on a le bois, mais qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, donc on ne va pas forcément aborder la question du bois en gros œuvre ce soir. On va plutôt se concentrer sur les matériaux d'isolation. Mais voilà, le bois, c'est un des matériaux biosourcés les plus utilisés dans la construction, pour faire de la structure notamment, de la charpente. On a les produits connexes aussi issus du bois qui permettent de produire tout un tas de matériaux, notamment des panneaux de particules et d'autres matériaux. Dans les végétaux, on a aussi le chanvre, le colza, le miscanthus, la balderie, la paille, le lin aussi avec les anas de lin. Donc c'est comme la chènevotte, en fait, c'est la paille broyée de lin qui peut être utilisée dans la construction, notamment pour produire des mortiers isolants. Le liège expansé aussi, qu'on retrouve souvent quand on parle de matériaux biosourcés. La rafle de maïs, le roseau, la laine de mouton, enfin bref, le panorama des matériaux biosourcés est assez vaste. Et ces matériaux biosourcés, on les retrouve essentiellement sur 3 filières dans la construction. Donc, on a les matériaux issus de la filière bois, comme je disais, qui est le secteur le plus important en volume. On les retrouve dans les matériaux d'isolation aussi.
qu'on va aborder un peu plus loin pour voir un petit peu quel type de matériaux on peut utiliser. Et on les retrouve aussi, ces matériaux biosourcés, dans ce qu'on appelle la chimie verte, donc la production de peinture, de vernis, des adhésifs, des membranes techniques qui sont produits à partir de matières premières d'origine biologique. La prochaine diapo. Et donc, en parallèle, bon, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais on a aussi les matériaux dits géosourcés, qui sont des matériaux en provenance directe du sol, donc toutes les techniques de construction en terre crue notamment, la pierre, l'usage de la chaux, enfin voilà, tout ce qui va être d'origine minérale. La prochaine diapo. Voilà, donc les matériaux biosourcés, comme je le disais, on les retrouve fréquemment dans des matériaux d'isolation, donc. On peut avoir différentes typologies et différentes filières mobilisées. Donc, par exemple, là, vous avez les usages pour l'isolation d'une enveloppe avec 3 catégories principales: l'isolation rapportée, l'isolation répartie, la finition des façades. Pour l'isolation rapportée, en fait, donc c'est l'isolation intérieure ou extérieure des bâtiments, qui va pouvoir être réalisée soit en vrac avec des fibres ou des granulats, soit en panneaux, notamment des panneaux semi-rigides, voire des panneaux rigides pour de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. L'isolation répartie, donc ça va être une isolation qui est mise en œuvre sur l'intégralité de l'épaisseur de la paroi. Et dans ces cas de figure, on peut utiliser soit du vrac, soit des matériaux du type mortier isolant, type mélange chaux-chanvre, ou éventuellement des bottes de paille qu'on abordera tout à l'heure. C'est une des solutions qui tend à se développer de plus en plus ces dernières années. Et ces matériaux biosourcés, on peut les retrouver aussi dans des produits qui servent à réaliser des finitions sur les façades avec des enduits, notamment des enduits qui intègrent de la paille de chanvre, la chènevotte, ou des matériaux du type bardage qu'on va pouvoir utiliser pour faire la vêture des parois. Et ce qui est indiqué en dernier, c'est des membranes d'étanchéité qui peuvent être réalisées à base d'huile de colza. Donc, on est à quasiment 50% de matières premières d'origine végétale sur ce type de membrane régulièrement utilisée pour étanchéifier les toitures terrasses. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Les matériaux biosourcés, on va les retrouver aussi dans le second œuvre avec des cloisons, des dalles de faux plafond, des panneaux acoustiques, du revêtement de sol aussi. On trouve notamment le linoléum. C'est une matière 100% végétale avec des huiles végétales, de la farine de bois, de la poudre de liège, des pigments naturels. Et vont sans doute se développer encore plus dans les années à venir, compte tenu du contexte actuel climatique notamment. Voilà, et puis on peut, comme je le disais tout à l'heure, avoir des revêtements muraux à partir de matériaux biosourcés, des résines, des peintures, des lasures, des colles. Alors justement, donc pour la suite, donc on va beaucoup parler de l'isolation. Donc justement, donc quand on parle de l'isolation, en fait, il y a beaucoup de choses qui font les différents critères justement sur lesquels il faut se baser, ou on peut se baser pour choisir donc l'isolant. Donc le premier, c'est la conductivité thermique, le lambda. Et donc en gros, cette valeur-là est donc indiquée sur les isolants directement et sur leur fiche produit. Et donc, plus le lambda est petit, donc faible, plus le matériau va être donc isolant. Le deuxième, c'est la densité. Donc, en gros, plus il va être dense, plus il va apporter de l'inertie, donc de la lourdeur, de la masse au bâtiment. Le troisième, c'est la capacité thermique. Donc, en gros, la capacité de l'isolant à stocker la chaleur.
Et l'avant-dernier point, c'est la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. Donc, on va beaucoup en parler par la suite. Donc, en gros, c'est justement la capacité de l'isolant à transférer donc cette humidité contenue dans le logement. Et la dernière, c'est l'impact énergie grise. Donc, c'est ce qui va être primordial justement dans la notion des matériaux biosourcés. Donc, en gros, pour le choix des matériaux, il faudra donc, pour améliorer le confort, notamment le confort d'été, dont on va parler également ultérieurement, donc il faudra choisir un isolant avec une forte densité, une bonne résistance thermique, donc ça c'est sur la question du confort d'hiver. Et donc, le critère dont on va beaucoup parler à l'espace Info Énergie, notamment en lien avec les aides financières, mais pas que, c'est la résistance thermique, donc le R majuscule, qui va être indiqué ou demandé pour les différentes parois. Donc, ici, on voit les différentes parois dans une maison individuelle. Donc, le toit qui peut être isolé à différents endroits avec les résistances thermiques et en dessous, les épaisseurs d'isolant à peu près correspondants pour avoir un ordre de grandeur. Donc, en toiture, il faut poser à minima 25 à 30 cm d'isolant pour atteindre les résistances thermiques de 6 voire 7 qui sont demandées à ce niveau-là. Pour les murs, on est sur une résistance thermique de 3,7. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, on est à peu près 15 cm d'épaisseur. Et pour le plancher bas, donc en gros le sol ou le plancher qui sépare par exemple le garage ou la cave de l'étage chauffé, on est à peu près à une dizaine de centimètres avec une résistance thermique de 3. Donc, j'ai commencé à aborder un petit peu la question du confort d'été. Donc, en gros, nos conseils vont notamment porter sur tout ce qui permettra d'éviter d'avoir recours à une climatisation, donc au système de rafraîchissement actif qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc, pour justement améliorer le confort d'été dans les logements, en fait, on a différents éléments qui vont jouer. Donc, un de ces éléments, c'est le déphasage. Donc, en gros, c'est cet élément-là qui permet de chiffrer en heures le temps que va mettre la chaleur pour traverser la paroi isolée. François, je crois que c'est toi. Voilà, si tu peux dérouler le diapo. Merci. Donc effectivement, on parlait du confort d'été tout à l'heure. Pour avoir un confort optimal en période estivale, il faut avoir une stratégie globale au niveau du bâti. Donc les matériaux biosourcés vont pouvoir y répondre éventuellement, mais ils font partie d'une stratégie d'ensemble et ils ne seront pas forcément suffisants pour arriver à obtenir ce confort thermique optimal en été, quoi. Notamment, si on est sur des matériaux biosourcés peu denses, on aura du mal à avoir un déphasage, comme le disait Hélène, suffisant. Est-ce qu'on peut voir la diapo suivante éventuellement ? Voilà, ce petit schéma est assez parlant. En fait, le déphasage, ça correspond en fait au temps entre le pic de chaleur à l'extérieur et le pic de chaleur à l'intérieur. Et plus ce déphasage va être important, plus ça sera facile de gérer l'afflux de chaleur du côté intérieur dans l'habitat. Pour prendre un exemple, si voilà, le soleil tape sur la toiture à midi, si vous avez un matériau qui n'est pas adapté, donc très peu dense, la chaleur va passer très rapidement à travers. Donc, vous allez avoir cette chaleur qui va passer au bout de 2-3 heures dans votre maison. Donc, c'est particulièrement désagréable quand vous avez des chambres aménagées sous les rampants, dans les combles. Donc, un déphasage très médiocre. Si vous avez des matériaux plus adaptés, donc avec une densité plus élevée,
une épaisseur aussi plus conséquente, vous pouvez avoir un déphasage qui se situera entre 8 heures et 12 heures, ce qui veut dire que la chaleur qui va rentrer dans votre maison va rentrer vers 8 heures ou minuit. Donc, en général, on est sur des périodes avec des températures plus fraîches et c'est beaucoup plus évident de réaliser une ventilation naturelle pour évacuer cette chaleur. Donc là, on est sur le matériau en isolation de toiture, mais il y a aussi toute une stratégie à trouver en termes de revêtement des surfaces, notamment entre parquet, carrelage, des matériaux à forte inertie, à faible inertie. Voilà, ça joue aussi. Si vous avez que des plaques de plâtre et un parquet, vous aurez du mal à absorber beaucoup de calories. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le confort que vous ressentez, la température que vous ressentez dans une pièce, c'est la moyenne de la température de l'air et de la température des parois. Et à partir du moment où vous avez la même température dans l'air et sur les parois, vous n'avez pas une sensation de fraîcheur que vous auriez avec des murs très épais en pierre ou en pisé, par exemple. Voilà, mais on s'écarte un petit peu des matériaux biosourcés. Alors, quand on parle de matériaux biosourcés, Hélène l'a évoqué un peu, on regarde un peu le bilan global du matériau sur ses aspects environnementaux, mais aussi sanitaires. C'est-à-dire qu'on va, par des logiciels adaptés, réaliser l'analyse du cycle de vie du matériau et déterminer, en fonction de ces outils dédiés, quel est l'impact sanitaire du matériau en question. On arrive à quantifier assez précisément voilà, un nombre d'années perdues pour un Européen moyen dans certains outils. Donc ça peut aller assez loin au niveau de l'analyse. On a aussi des analyses sur l'impact que peut avoir le matériau sur les écosystèmes aquatiques, voilà, ce genre de choses. Donc là, pour les impacts sanitaires, sur pas mal de matériaux, maintenant, on a, depuis septembre 2013, une étiquette qui indique le niveau d'émission de composés nocifs, notamment des composés organiques volatiles, des composés chimiques qui se transforment en gaz à température ambiante, avec les pictogrammes de A+ à C, A+ étant un matériau plutôt vertueux qui ne dégage pas de composés nocifs dans l'atmosphère. Alors, ceci étant, on peut très bien avoir un matériau, notamment biosourcé, qui arbore une étiquette A+, mais qui, lors de la mise en œuvre, nécessite quand même des précautions, notamment de protection des voies respiratoires. Parce que les matériaux d'isolation, notamment, génèrent des fibres qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre, peuvent créer des irritations au niveau des poumons, des voies respiratoires. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, un des critères importants, notamment quand on parle de rénovation du bâti ancien, tient dans la perméabilité à la vapeur d'eau des matériaux. Hélène va l'évoquer plus tard, mais quand on a des supports du type pisé ou pierre, on peut avoir des contraintes d'humidité qui nécessitent d'utiliser des matériaux qui soient en capacité de laisser l'humidité du mur pouvoir s'évaporer correctement. Donc, les matériaux biosourcés sont plutôt bien placés par rapport à ça. Sur le schéma, vous avez différents types de matériaux. Ceux qui sont à gauche sont des matériaux relativement perméables à la vapeur d'eau. Donc, dans ces matériaux, vous avez par exemple les plaques de plâtre BA13, c'est très perméable à la vapeur d'eau. La laine de verre aussi, la plupart des matériaux d'isolation en fibre sont des matériaux qui laissent transiter la vapeur d'eau sans souci. Alors après, quand on parle de laine de verre, c'est la laine de verre telle qu'elle, en fait, c'est juste la fibre. Parce que si vous lui ajoutez un film par vapeur, là, pour le coup, le matériau va être étanche à la vapeur d'eau. Les enduits à chaud, très perméables, la terre crue, la brique de terre cuite. Et dans les matériaux peu perméables, forcément, on va avoir tous les matériaux synthétiques, type plastique, les enduits prêts à l'emploi avec des ajouts de plastifiants, des adjuvants divers et variés, pétroliers. Le polystyrène, le polyuréthane, l'aluminium, enfin voilà, tous ces matériaux vont être très étanches à la vapeur d'eau.
et peuvent générer des problèmes importants sur du bâti ancien. Donc, quand on parle de perméabilité, enfin, je ne vais peut-être pas trop m'attarder. Pour les gens qui sont intéressés, on pourra en reparler ultérieurement. Voilà, je laisse la parole à Hélène. Pardon, je ne voulais pas… Non, mais je vais en reparler dans le tableau en fait, qui récapitule les différents critères. Donc, du coup, voilà, donc, François l'a annoncé, donc justement, en fait, dans le cadre justement de la discussion sur les matériaux biosourcés, en fait, c'est particulièrement adapté aux bâtis anciens. C'est pour ça que là, on fait un petit point sur le fonctionnement hygrométrique dans le bâti ancien. Donc, bâti ancien, pour expliquer un petit peu, alors, on appelle bâti ancien tout ce qui a été construit de façon ou avec des matériaux non industriels. Donc, ça peut être le pisé, la pierre, le mâche-fer, le bois, voilà, tout ce qui n'est pas donc très étanche à l'eau, à la vapeur d'eau. Et donc, sur le schéma, on voit bien que, en gros, ce mur, il laisse passer la vapeur d'eau. Et justement, la particularité du bâti ancien, c'est qu'il se porte très bien à laisser donc passer cette vapeur d'eau tant que l'humidité peut s'échapper, s'évaporer. Voilà, donc c'est en gros l'humidité, essaye de trouver un équilibre entre l'humidité intérieure, extérieure, celle qui vient du sol, celle qui vient de nos activités à l'intérieur du logement, donc quand on prend la douche, on respire, voilà. Donc en gros, tout ça, ça dégage de l'humidité. Également les travaux, si voilà, on a un certain nombre d'apports d'humidité, tout ça peut être géré dans le bâti ancien, dans les murs. Et donc, il est également très important donc, de gérer cette humidité et cette capacité en faisant des travaux. Donc là, l'exemple, justement, en fait, il précise très bien que donc, il y a forcément le choix de l'isolant qui va être important, mais également tous les autres éléments qu'on va rapporter sur ce mur et à sa proximité. Donc ici, on a l'exemple d'un sol bétonné ou l'asphalte qui, lui, est très étanche à l'eau. L'enduit également, donc vigilance de choisir des enduits qui ne limitent pas les transferts de vapeur d'eau dans le bâti ancien. Et donc, on va beaucoup parler de l'isolation qui également donc, joue son rôle et donc doit également être ouvert à la vapeur d'eau pour éviter qu'il y ait des dégradations et des désordres qui apparaissent dans le bâti ancien. Donc du coup, quand on parle de matériaux biosourcés, il y a une palette assez impressionnante de solutions à disposition. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut que les matériaux servent un projet global. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément de remplacer une laine de verre par une laine de chanvre ou un polystyrène par un panneau de liège expansé. C'est plus d'avoir une vision globale des choses et en fonction de l'état des lieux qu'on pourra faire sur un bâtiment, si c'est de la rénovation, ou en fonction de l'implantation sur un terrain et de réfléchir de façon bioclimatique quand c'est du neuf. Il y a tout un tas de critères à prendre en compte qui sont un petit peu résumés sur ce tableau que vous aurez par la suite. Donc notamment des critères de performance thermique qui ont été évoqués, le lambda, la résistance thermique, de confort d'été avec la capacité thermique des matériaux, leur densité, le déphasage en heures. On a des caractéristiques aussi par rapport aux questions d'humidité. Donc c'est le mu qui caractérise si un matériau est perméable ou pas à la vapeur d'eau. Plus mu est faible, plus le matériau est perméable, et plus mu est élevé, plus il est étanche à la vapeur d'eau. Et SD, c'est lié à mu, mais c'est pour exprimer l'équivalent en lame d'air. C'est-à-dire qu'on multiplie l'épaisseur du matériau par son mu et on obtient un équivalent, une épaisseur d'air équivalente en fait. Et plus cette épaisseur d'air est équivalente, plus le matériau est étanche aussi. Voilà, après, il y a les impacts environnementaux, l'ACV qui a été évoqué, l'analyse de cycle de vie, le kilo CO2 équivalent, le bilan carbone.
Et puis, en fonction du lieu où on va utiliser les matériaux, on aura peut-être aussi besoin d'évaluer leur caractère de résistance et d'inflammabilité, de résistance au feu. Voilà, sachant que pas mal de matériaux biosourcés ont passé des tests au feu, notamment la paille, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, qui permet de les utiliser pas uniquement sur des maisons individuelles, mais pour des projets beaucoup plus divers et variés, notamment des bâtiments publics, des écoles, des crèches, des lycées, des mairies, des établissements recevant du public, voilà. Un peu tout type de bâtiments, même des usines. Voilà, c'est des matériaux qui sont un peu rentrés maintenant dans la norme pour certains d'entre eux, qui ne sont plus du tout du domaine de l'expérimental. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais on a quand même pas mal de retours d'expérience, de recul sur ces matériaux pour dire qu'ils peuvent tenir dans le temps et ils sont tout à fait adaptés à la construction. Alors, merci François. Donc, tout de suite, un premier temps de questions-réponses. Vitali nous demande comment il peut se mettre en contact avec un AMO pour la rénovation d'une copro. Alors, c'est peut-être l'occasion qu'on précise qu'on aura un événement spécifique copro, parce que là, on est quand même plus sur des événements destinés maisons individuelles. Donc, peut-être que vous pouvez nous rappeler la date de cet événement. Voilà, donc c'est un webinaire qui aura lieu le 10 mai prochain, un lundi, de 5h30 à 7h le soir. On vous transmettra l'invitation. Et voilà, c'est plutôt destiné à présenter les solutions matériaux biosourcés en copropriété. Et après, pour toute autre question concernant l'énergie en copro, nous avons à l'agence des spécialistes de la copro. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux si c'est sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, pour les gens qui nous demandent si on a prévu de diffuser la présentation PowerPoint, oui, comme toutes nos confinés, nos confs à la maison, elles seront disponibles d'ici 2-3 jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie. J'ai mis le lien. Quoi d'autre? Est-ce que la brique est considérée comme un matériau perméable dans l'ancien? Alors, sur le schéma qu'on avait tout à l'heure, la brique se situe un peu au milieu. C'est un matériau qui est quand même relativement poreux et perméable à la vapeur d'eau, pour peu qu'on mette un enduit qui soit lui aussi perméable à la vapeur d'eau. On était à peu près au milieu du niveau de perméabilité sur le schéma. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut ajouter de la laine de verre soufflée sur de la laine de verre soufflée existante? Et est-ce que ça a un intérêt pour le confort d'été? J'espère, parce que c'est ce que j'ai fait chez moi. Donc. Disons que quand on est dans une maison avec un matériau déjà en place, dans des combles perdus notamment, tout va dépendre de l'aspect, du niveau d'isolation du matériau. Si c'est un matériau qui a une cinquantaine d'années et qui a pris l'eau, là, on va plutôt envisager de le déposer et de le remplacer par un matériau plus adapté. Après, si c'est un matériau qui a été mis en œuvre il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, qui n'a pas eu trop de tassement, qui est relativement sain, entre guillemets, pourquoi pas le conserver pour remettre un matériau identique par-dessus et avoir une épaisseur plus conséquente. Donc, on va essayer d'éviter aussi de générer du déchet quand on est face à un matériau. S'il est encore valorisable, pourquoi pas le garder? S'il arrive vraiment en fin de vie et qu'il n'apporte plus rien du tout, là, on pensera plutôt à l'évacuer. D'accord. Quel matériau tu préconiserais pour une isolation par l'intérieur d'une maison en pisé? Alors, sur le pisé, il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui vous diront qu'il faut isoler l'intégralité des parois pour avoir une résistance thermique maximale. Donc, voilà, pour une isolation classique sur du pisé, on peut partir sur des matériaux du type panneaux semi-rigides de fibre de bois, des panneaux de biofibre trio. C'est un matériau qui allie des fibres de lin, de chanvre et de coton de recyclage, associé avec une ossature secondaire qui est fixée dans le mur en pisé, et avec un frein vapeur qui joue aussi le rôle d'étanchéité à l'air. Mais ce qu'on gagne en isolation en utilisant ce type de solution, on va sans doute le perdre un petit peu en termes de confort d'été.
Quand on rentre dans une maison en pisé ou en pierre, en été, on a une sensation de fraîcheur agréable. Et ça tient à ce que je disais tout à l'heure, que la température qu'on ressent, c'est la moyenne de la température de l'air et des parois. Et le pisé est en capacité de stocker une quantité importante de calories avant de se réchauffer à la température de l'air. Donc, si on met un isolant et une plaque de plâtre sur du pisé, sur l'intégralité des murs, on va se priver de ces qualités et on aura un confort d'été qui sera moins bon que si on laissait le pisé tel quel ou si on réalisait un enduit par-dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mixer un peu les stratégies. Sur les parois qui sont très déperditives, comme au nord notamment, on peut réaliser une isolation à base de panneaux semi-rigides. Et pour d'autres parois, ce qu'on peut faire, c'est une correction thermique. Donc, en réalisant un mortier isolant à base de chaux et de chanvre, par exemple, ou de terre, paille, chaux, éventuellement, sur une épaisseur de 5 à 10 cm. Et on va corriger l'aspect froid que peut avoir la paroi en hiver, tout en conservant la densité de la paroi pour le confort d'été. Voilà. Alors, comme il y a pas mal de questions qui sont arrivées depuis, on va essayer d'y répondre assez rapidement pour ne pas prendre trop de retard. Est-ce que l'ajout de fibres de bois sur une laine de verre soufflée existante en comble apporte une isolation qui puisse être efficace en hiver comme en été? Alors, ça dépend où est mis le panneau de fibre de bois. Ça serait directement sur la C'est fibre pas, de laine de verre. c'est pas précisé. Ouais. Parce que si on a de la laine de verre en vrac dans des combles perdus, le fait de mettre un panneau rigide par-dessus, ça va la tasser. Donc, il faudra prévoir ces mouvements de tassement pour éventuellement remettre une quantité supplémentaire de matériaux en vrac par-dessus. Enfin, voilà, il y aura des risques de tassement. Après, si on est sur une isolation de rampant dans laquelle on aurait éventuellement 10 cm de laine de verre, donc pas terrible, le fait de rajouter sur les chevrons un matériau du type fibre de bois dense va permettre d'augmenter le pouvoir isolant de la toiture et de jouer sur le confort d'été par le déphasage, qui sera un peu meilleur. Mais tout dépend, enfin là, il n'y a pas assez d'éléments pour que je puisse répondre précisément. Alors, qu'en est-il de l'utilisation de pare-vapeur et pare-pluie pour un bâti ancien en pierre? Alors, le pare-vapeur, donc du côté intérieur, pour éviter que la vapeur d'eau ne rentre dans la paroi, parce que toute vapeur d'eau qui rentre dans une paroi va éventuellement condenser en progressant dans cette paroi. Quand elle va rencontrer un point froid, elle va se condenser en eau liquide et donc dégrader le matériau d'isolation. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on n'utilise pas un pare-vapeur, mais un frein-vapeur. C'est-à-dire que c'est une membrane technique aussi qui va gérer la pénétration de la vapeur d'eau dans le matériau d'isolation. Donc, on a des freins-vapeurs dits intelligents. C'est des membranes qui vont se bloquer quand le taux de vapeur d'eau de l'air va être important. Donc, la vapeur d'eau va être gérée par la ventilation naturelle ou mécanique. Cette membrane va aussi jouer le rôle d'étanchéité à l'air, ce qui va permettre d'éviter d'avoir des déperditions thermiques par des infiltrations d'air intempestives. Et ils sont dits intelligents puisqu'ils permettent à l'humidité qui est présente dans le mur de pouvoir s'évaporer du côté de l'isolant, du côté intérieur. Donc voilà, on ne va pas être sur un pare-vapeur, on va plutôt être sur un frein-vapeur. Et pour le pare-pluie, tout va dépendre. En général, un pare-pluie, il est utilisé donc soit sur la toiture, donc sur les chevrons, pour éviter que l'eau de pluie ne pénètre dans l'isolant. Donc là, effectivement, il faut ce type de dispositif pour assurer la pérennité du matériau d'isolation. Sachant qu'on peut aussi avoir des matériaux du type fibre de bois qui jouent le rôle de pare-pluie. Donc, ils vont permettre, ils sont étanches à l'eau liquide, mais ils sont perméables à la vapeur d'eau. Éventuellement, on retrouve aussi le pare-pluie sur des façades quand on réalise un bardage, notamment. Donc là, le pare-pluie, il va être étanche à l'eau liquide, comme je le disais, mais il va être perméable à la vapeur d'eau. Ok, merci pour ces éléments. On va revenir là sur l'efficacité des combles en période caniculaire. Est-ce qu'on connaît des méthodes efficaces d'isolation?
avec des canicules de plus en plus fréquentes et où on risque de perdre le déphasage en quelques jours? Oh, oui, qu'on risque de perdre le déphasage. Bah, tout dépend en fait. Voilà, s'il y a des conditions caniculaires, effectivement, on ne pourra pas forcément gérer la ventilation naturelle comme on le souhaiterait en période nocturne. Donc effectivement, ça peut poser un souci quand on a de l'inertie, donc qui va être en capacité de stocker la chaleur, mais qui va la conserver longtemps aussi. Ce que je disais juste avant, c'était que il fallait privilégier un petit peu les matériaux à inertie pour justement apporter de la fraîcheur. Mais sur un épisode très long de canicule, là, ça peut desservir le projet initial en fait. Alors c'est vrai que Quoi qu'il en soit, quand on est en maison individuelle, il reste la possibilité de végétaliser. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous disait qu'avec juste de la vigne, il faisait baisser la température de ses murs de 10 degrés en hmm, période de grosse chaleur. Donc voilà, il peut y avoir éventuellement des la végétalisation, alternatives. effectivement, c'est efficace. Ouais. Hmm. Et Alors tout il y ce qui a, est protection solaire bien sûr, pour éviter voilà, de faire rentrer la chaleur. Donc, en gros, plus la maison va être passive, donc bien isolée, etc., plus il faudra que les habitants soient actifs pour se protéger et protéger la maison de se réchauffer. Voilà. Hmm. alors on va essayer de prendre donc là les 3 dernières, mais réponses rapides. La réglementation nous impose une ITE alors là c'est inférieur à 15 cm enduit inclus. Quel matériau pour des murs en mâche-fer? Alors, on avait fait une conférence en ligne en décembre dernier, justement, où on présentait quelques solutions d'isolation par l'extérieur sur du bâti ancien, notamment en mâche-fer. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Bon, la botte de paille, mais bon, ça va être un peu large par rapport aux 15 cm enduit compris. Par contre, il y a des solutions d'enduit isolant qui peuvent être intéressantes, notamment des bétons végétaux projetés. Donc, c'est un béton, enfin un mortier qui associe de la chaux et de la chènevotte, donc la tige du chanvre, qui est projeté. Alors, c'est variable en termes d'épaisseur, mais ça peut aller jusqu'à 20, 25, 30 cm. Donc, après, c'est adaptable en fonction des contraintes locales, quoi. Vous avez aussi des enduits. Alors, c'est un fabricant qui s'appelle Diazen, qui a sorti un enduit qui s'appelle Diatonite, qui lui aussi permet d'avoir un niveau d'isolation relativement intéressant sur des épaisseurs assez fines, de l'ordre de 10 cm. Okay. Voilà, ça peut être une solution. Ou alors sinon, après, dans les panneaux classiques, mais ça impose de réaliser une ossature secondaire. Donc, il faut que... Enfin, voilà, en général, c'est un panneau semi-rigide qui est disposé entre les montants d'ossature. Et sur les montants d'ossature, ensuite, on a un panneau rigide sur lequel on réalise un enduit fin. Donc, ça pourrait rentrer dans les 15 cm, je pense. Merci François. Bon, peut-être tu l'as déjà un peu abordé, mais quel est le matériau qui permet de concilier au mieux confort d'été et confort d'hiver pour des combles perdus? Alors, pour avoir un confort optimal en toute saison, il faut partir sur un matériau qui ait une masse volumique proche de 50 kg par mètre cube. Quand on est sur l'isolation de rampant. Donc, dans ces matériaux, il y a ce que je disais tout à l'heure, le Biofibre Trio, des panneaux de fibre de bois aussi. C'est possible aussi avec de la ouate de cellulose insufflée dans des caissons. On arrive à doser la ouate à 50 ou 60 kg par mètre cube. Donc là, c'est pour les rampants. Et puis pour des combles perdus, on peut utiliser de la ouate de cellulose soufflée comme ça, sur 30 ou 40 cm d'épaisseur. Et là, on est sur des densités de 35 kg par mètre cube. Et en général, c'est bien pour le confort d'été. Il faut voir que tous les matériaux sont à peu près équivalents pour le confort d'hiver. Voilà, une laine de verre bas de gamme ou un matériau biosourcé, ça va être à peu près équivalent pour l'hiver. Mais par contre, il faut aller vers des matériaux avec une densité plus élevée pour avoir un confort d'été optimum. Merci. Une qu'on n'a pas encore abordée pour une rénovation par l'extérieur dans le but d'améliorer le confort d'été. Quels sont les matériaux biosourcés les moins sensibles aux nuisibles? Alors par l'extérieur, il n'y a pas vraiment de contraintes nuisibles. Quand on parle de matériaux type fibre de bois, il n'y a pas de retour d'expérience négative par rapport aux nuisibles.
Éventuellement, j'ai pu lire ici et là des retours sur des fourmilières qui s'étaient développées dans des panneaux de liège expansé en contact avec le sol. C'est des panneaux qu'on utilise généralement pour isoler des soubassements, puisqu'ils ne sont pas sensibles à l'humidité, et dans lesquels on a pu constater des développements de fourmilières. Mais sinon, pour la paille, non, il n'y a pas de développement particulier au niveau des rongeurs. La ouate de cellulose, pareil, c'est en vrac, donc il n'y a pas forcément de possibilité pour les rongeurs de faire des galeries à l'intérieur. En plus, il y a du sel de bord à l'intérieur qui est naturellement répulsif par rapport à ces rongeurs. Donc, si la mise en œuvre est réalisée correctement et qu'on a une protection du matériau d'isolation par un enduit ou un bardage ou autre, il n'y a pas de raison particulière qu'on ait des infestations d'insectes ou de nuisibles. D'accord, merci. Et puis on en prend une dernière parce que là on est en train de prendre du retard. Quel argument financier apporter à un client en faveur des matériaux biosourcés? Alors, c'est au niveau de l'investissement, on est sur des coûts qui sont relativement maîtrisés pour certains d'entre eux, notamment la ouate de cellulose. Enfin, voilà, ça passe assez facilement dans les budgets. Enfin, c'est pas un rapport de 1 à 2 par rapport à une laine de verre insufflée. Voilà, on est relativement bon marché. Pour des matériaux semi-rigides, là, on est sur des niveaux légèrement plus hauts en termes de budget. Mais quand on regarde le budget isolation dans l'ensemble du budget global d'un projet, on n'est pas sur des pourcentages extrêmement élevés. Donc après, c'est une question de choix individuel par rapport voilà, à l'impact que ça peut avoir sur les écosystèmes en général, sur les aspects environnementaux qu'on a évoqués. Et par contre, pour certains autres produits, notamment de la fibre de bois dense, là, on est sur des niveaux de coûts qui sont quand même assez élevés, qui ne passent pas forcément pour tout type de budget. Donc, tout va dépendre. Plus le matériau va être en vrac, plus il sera abordable, voilà, plus il sera facilement intégrable dans un budget. D'accord, bien, merci. On verra si on a le temps de prendre les questions après après la fin de la présentation. Et puis là, il y a Damien qui nous dit qu'il a déjà vu aussi des fourmilières se développer dans des isolants en polystyrène en ITE sur des parois verticales. Et pourtant, c'est un matériau Voilà, donc c'est pas propre au synthétique. biosourcé. Ouais. Voilà. Je vous laisse continuer parce que là, on commence à prendre du retard et donc il faut enchaîner et si possible rapidement. Du coup, on va enchaîner donc, sur les filières des matériaux biosourcés. Excusez-moi, je rêvassais. Pardon. Donc voilà, le ouate de cellulose, donc un matériau issu du papier et du carton recyclé, qu'on va pouvoir retrouver en vrac ou en panneau. Alors, l'usage courant, c'est plutôt en vrac, mais il existe aussi des panneaux semi-rigides qu'on peut voilà, retrouver parfois. Dans l'utilisation du vrac, on va être sur plusieurs typologies. On va avoir notamment ce que je disais tout à l'heure, le soufflage de la ouate dans des combles perdus. Donc là, le principe, c'est en fait, on reçoit des sacs de ouate de cellulose compactés. On va mettre le contenu de ces sacs dans une cardeuse qui va aérer le mélange avec un tuyau qui va ensuite conduire ce mélange de ouate de cellulose aéré dans les espaces à isoler. Donc là, voilà, on va projeter, on va souffler plutôt la ouate sur les combles perdus. Ça implique, comme je le disais aussi, de se protéger les voies respiratoires avec des masques et des lunettes adaptées pour éviter les phénomènes d'irritation. On pourra aussi l'insuffler dans des caissons qu'on aura aménagés au préalable. Donc ça peut se faire sur la toiture, sur de la paroi verticale ou éventuellement de la paroi horizontale, du plancher bois par exemple. On peut insuffler entre des solives ce type de matériau. L'avantage du vrac, c'est que ça pénètre l'ensemble du volume et que ça occupe voilà, l'intégralité de ce volume. On n'a pas de zone faible mal isolée. Et on peut doser la masse volumique comme on le souhaite. Sachant qu'il faut prévoir les phénomènes de tassement qu'on peut avoir éventuellement quand on est à la verticale ou sur de la toiture. Donc on dose généralement à 50 ou 60 kg par mètre cube pour éviter ces phénomènes de retrait.
On a une autre utilisation possible de la ouate en vrac, c'est en filière humide. Donc, c'est-à-dire qu'on va mélanger la ouate à de l'eau, on va la projeter sur un support qui peut être vertical ou horizontal pour faire un flocage sous plafond. Et ensuite, on va venir régulariser la surface de l'isolation avec un appareil adapté, une espèce de roulette qui permet d'enlever l'excédent. Donc la ouate, voilà, c'est un matériau qui se développe, qui est rentré dans les mœurs à l'heure actuelle. Il fait partie des matériaux classiques d'isolation. On peut passer à l'autre. Donc après, on a toute la filière bois. Bon, alors, dans les isolants, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la laine de bois. Donc, c'est des panneaux semi-rigides qui utilisent des fibres de bois qui ont été récupérées à la sortie de l'industrie du sciage, notamment. Donc, ces fibres de bois, ensuite, on va les mélanger avec des fibres de polyester pour texturer les panneaux. Les fabricants n'arrivent pas encore à avoir un matériau 100% biosourcé pour ce type de matériaux, et du coup, on a quand même une partie du panneau qui est d'origine pétrochimique. En général, on est entre 8 et 10% de polyester. Ce qui pose des soucis en termes de valorisation des déchets. Comme il y a deux matériaux d'origine différente, on ne peut pas forcément avoir un recyclage pour ce type de matériaux à l'heure actuelle. Mais les fabricants travaillent sur des fibres 100% végétales pour texturer les panneaux. Donc ces panneaux semi-rigides, on peut les mettre en œuvre, comme je le disais tout à l'heure, dans des ossatures secondaires, en toiture, en mur et en plafond. On a aussi des panneaux plus denses qui, eux, permettent d'avoir un meilleur déphasage, qu'on va pouvoir mettre sur chevron ou sur une ossature extérieure pour de l'ITE. Sur ces panneaux denses, ensuite, les fabricants proposent des systèmes d'enduit qui permettent de protéger le matériau de la pluie et d'être quand même relativement ouvert à la vapeur d'eau pour permettre à l'humidité de mur de pouvoir s'échapper. Voilà, toujours avec les notions de coût qui sont un petit peu plus élevées pour la fibre de bois dense. On peut passer à l'autre. Voilà, la filière paille aussi qui se développe énormément ces dernières années, sous l'impulsion du Réseau français de la construction paille, RFCP. Vous trouverez d'ailleurs pas mal d'informations sur leur site internet en termes de possibilités d'utilisation de la paille en construction. Alors, l'avantage de la paille, c'est que c'est un matériau sur un cycle très court. Donc, c'est un cycle annuel. Chaque année, on a de la paille. Donc, on a des quantités énormes de matière qu'on peut valoriser sans forcément nuire aux utilisations qu'on peut en avoir dans d'autres domaines, notamment agricoles. Une étude a été réalisée pour évaluer justement le gisement de paille et les possibilités de l'utiliser dans la construction. Et les conclusions, c'est qu'on peut sans souci isoler tous les bâtiments qu'on produit chaque année. Alors sur la construction neuve, on pourrait très bien isoler tous les bâtiments neufs en France produits annuellement sans nuire aux autres usages de la paille, qu'on fait de la paille dans le milieu agricole, notamment dans l'élevage, le fourrage, la paille, notamment la paille horticole. Donc l'avantage de la paille, c'est que c'est un matériau qui est un bon isolant sur des épaisseurs importantes et qui permet un bon déphasage thermique aussi, avec une capacité de régulation de la vapeur d'eau qui est aussi très bonne. Juste pour en dire deux mots encore, la paille bénéficie de règles professionnelles. On l'évoquera peut-être un peu plus tard, mais pour la plupart des matériaux biosourcés, pendant un moment, il y avait le problème lié aux assurances, notamment, à la prise en compte de ces matériaux, du fait qu'ils étaient encore assez nouveaux pour certains, et qu'on n'avait pas de recul par rapport à leur utilisation et à leur pérennité.
Et donc, les filières se sont organisées pour faire face à ce problème. Et notamment, la filière paille a produit des règles professionnelles qui s'appuient sur des retours d'expérience qui ont lieu depuis 20-30 ans maintenant, grâce aux autoconstructeurs qui s'étaient lancés dans des projets d'isolation en paille à l'époque. Et par rapport à ce retour d'expérience, ça a permis de générer ces règles professionnelles qui constituent un cadre de la mise en œuvre de la paille dans la construction, de manière à ce que ce matériau soit pérenne et vive dans le temps sans se dégrader. Voilà. Après, on a le chanvre qui lui aussi bénéficie de règles professionnelles. Une filière très bien organisée aussi, sous l'impulsion de l'association Construire en chanvre. L'avantage du chanvre, c'est que c'est une culture qui est extrêmement peu, qui demande extrêmement peu d'intrants, même pas du tout, qui est très rustique et qui a tendance à rendre les sols même meilleurs qu'avant l'implantation de la culture. L'avantage aussi, c'est qu'on peut valoriser l'intégralité de la plante. On valorise les graines pour les oiseaux, les fibres longues pour faire du textile, les fibres plus fines pour faire du papier, notamment du papier à cigarette, enfin des papiers assez fins. On peut utiliser les fibres aussi pour faire des matériaux composites utilisés dans l'industrie automobile. Et puis, donc, on l'utilise pour produire des matériaux d'isolation, notamment des panneaux semi-rigides, soit chanvre uniquement ou chanvre au polyester. C'est moins intéressant quand il y a du polyester, forcément. Mais depuis quelques années, on a des matériaux chanvre, lin, coton, dont je parlais tout à l'heure. C'est Biofibre Trio, qui là, pour le coup, est 100% végétal et qui permet d'avoir des niveaux d'isolation intéressants. Et puis, le chanvre, on va l'utiliser en vrac aussi, avec la chaîne Vogt, qui permet de réaliser des travaux d'isolation sur de l'ancien, du neuf, qui permet de produire des mortiers isolants, qui permet de fabriquer des briques aussi, qu'on va pouvoir mettre en œuvre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Enfin, les possibilités techniques avec le chanvre sont assez énormes aussi. Après, Alors, on arrive à 1 heure. Là, normalement, on essaie de ne pas dépasser 1 h 15. Donc là, comme il y a encore beaucoup, beaucoup de diapos, là, il va falloir. Je ne sais pas si on va avoir tout faire. J'accélère le rythme. Il va falloir accélérer le rythme. Merci, François. Okay, donc, le textile recyclé aussi, c'est une filière qui s'est développée ces dernières années, notamment avec Emmaüs, qui a lancé comment ça s'appelle? Je perds mes mots, tu m'as stressé. L'isolant métis. Voilà, l'isolant métis qui se présente en vrac ou en rouleau. Après, voilà, quelques notions de pourcentage pour le marché de l'isolation. En 2017, les matériaux biosourcés représentaient 7,5% de part de marché de l'isolation. Donc, c'est nettement supérieur à ce qu'il existait il y a 10 ans en arrière. Et ça va sans doute se développer encore plus si la RE 2020 est adoptée comme c'est prévu. Les matériaux biosourcés vont sans doute tirer leur épingle du jeu par rapport à cette évolution. Au niveau des coûts, bon là c'est juste un petit schéma pour vous indiquer quelques notions de coûts fourniture, hein, c'est pas pose inclus. Comme je disais tout à l'heure, les matériaux en vrac sont plutôt bon marché, notamment la ouate de cellulose qu'on voit tout en haut. Par contre, quand on est sur des matériaux panneaux rigides l'avant-dernier, voilà, c'est le plus cher. On est quand même sur des matériaux assez onéreux, quoi. On ne va pas forcément isoler l'intégralité d'une toiture avec ce type de matériaux. Par contre, ça peut être intéressant de les associer, notamment si on a une toiture à refaire intégralement. On peut tout à fait envisager d'utiliser des panneaux rigides de fibre de bois qui jouent le rôle de pare-pluie et d'isoler entre les chevrons ensuite avec un matériau moins cher du type vrac ou panneau semi-rigide. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans les coûts, c'est qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. On ne peut pas comparer un matériau un peu haut de gamme avec une laine de verre bas de gamme, faible densité, ou un polystyrène premier prix.
on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de performance. Il faudrait comparer les choses qui sont sur le même niveau. Après, donc, quelques schémas de mise en œuvre. Bon, c'est vraiment pour montrer un petit peu quelques exemples, mais voilà, il y a sans doute d'autres manières de procéder qui ne correspondront pas forcément à vos problématiques dans votre projet personnel. Là, on est sur une isolation intérieure d'un mur ancien. Donc, on part sur une ossature secondaire qui est fixée dans le mur existant. Sur ce mur, au préalable, on a réalisé un GOBTI. Donc, c'est un mélange assez liquide de chaud et d'eau qui permet de favoriser la capillarité. En fait, le GOBTI va attirer l'humidité qui est présente dans le mur et transmettre cette humidité au matériau d'isolation. Ce matériau d'isolation étant capillaire, va transmettre de proche en proche l'humidité jusqu'au côté intérieur et va permettre à cette humidité de s'évaporer correctement. Alors ça, par contre, ça ne marche pas si vous avez un mur qui est gorgé d'eau. Il faut que le mur soit quand même relativement sain au préalable. Il faut avoir réalisé les travaux de drainage ou gérer le problème qui fait qu'on aurait de l'humidité dans le mur. Voilà, si ça ruisselle en permanence, il ne faudra pas partir sur ce genre de solution. Mais pour un mur relativement sain, donc on a le GOBTI, le matériau d'isolation. En 4, c'est le film frein-vapeur. Et ensuite, on a un revêtement du type plaque de plâtre, soit BA13, soit Fermacell éventuellement, si on recherche un peu plus de densité. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait assez couramment quand on parle de rénovation de bâtis anciens. Après, on peut avoir aussi de l'isolation. Tu peux mettre le prochain, s'il te plaît? Alors, ce que je te propose, François, c'est de les faire assez rapidement parce que Ouais. comme du coup, comme elles seront intégrées dans le diaporama, les gens pourront voir le Ah bah, replay, ils auront tous ouais. les éléments. Ok. On peut donc utiliser des matériaux biosourcés pour faire de l'isolation de sol aussi. Donc là, on est plus sur du panneau rigide en liège expansé sur une dalle à la chaux et avec une chape à la chaux par-dessus et un carrelage. Ensuite, voilà, sur une toiture, on peut voir la solution du sarking, mais qui est quand même assez onéreuse, hein. C'est des panneaux de fibre de bois dense directement sur les chevrons. Donc là, c'est quand même réservé à des budgets un peu conséquents. Une solution plus avantageuse, ça sera la suivante. Ça serait, comme je disais tout à l'heure, d'associer panneaux de fibre de bois dense extérieur et un matériau plus mou à l'intérieur, avec des systèmes pour modifier les épaisseurs des chevrons. Quand on a des chevrons trop peu épais, on peut rajouter ce qu'on appelle des jougs qui augmentent l'épaisseur d'isolant. Voilà, puis après, on a un exemple d'isolation avec de la paille. Donc là, c'est sur une ossature bois. Il y a différentes façons de procéder. Là, en l'occurrence, on a décentré les ballots de paille du côté intérieur pour faire un bardage du côté extérieur. Voilà, toutes les solutions sont envisageables. Après, il y a juste une question de compatibilité de l'enduit, enfin du revêtement intérieur avec le revêtement extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir quelque chose de très perméable du côté intérieur et quelque chose de plus étanche du côté extérieur. Ça a tendance à bloquer la vapeur d'eau dans la paroi et à favoriser la condensation. Donc la dégradation de la botte de paille par l'humidité. Et on peut aussi avoir des solutions d'isolation par l'extérieur. Ça commence à se développer, notamment un immeuble à Paris là, qui a été isolé avec cette technique par un bailleur social. Donc soit avec une ossature de ce type, soit avec des systèmes de sangles voilà, qui commencent à se développer. Alors, il n'y a pas de règle professionnelle sur l'isolation par l'extérieur en paille, mais ça va sans doute aboutir dans les années à venir. Voilà. Et pour finir, avec les bétons végétaux projetés. Donc là aussi, ça peut être extrêmement intéressant comme solution, notamment quand on a des contraintes patrimoniales, sur du bâti ancien, sur des contraintes d'épaisseur. Il y a un réseau qui s'est développé qui s'appelle ACTA, AKTA, qui propose des solutions de projection mécanisée. Ils ont développé des machines spécialement pour cet usage. Donc le principe, c'est d'amener de la chaîne-vote en vrac et de la chaux dans 2 tuyaux séparés, de les réunir ensuite
à la sortie avec une buse qui génère un brouillard, enfin, des micro-gouttelettes d'eau. Et ces micro-gouttelettes vont permettre d'assembler la chaîne VOT et la chaux sans avoir un excès d'eau à l'intérieur du mélange, de telle manière à ce que le mélange tienne sur le mur, mais qu'il puisse être mis en conditions climatiques pas forcément toujours optimales. C'est-à-dire qu'on peut même projeter ce matériau quand il y a des périodes de gel, du fait de l'absence de quantité importante d'eau. Enfin voilà, les solutions sont nombreuses. Les professionnels capables de les mettre en œuvre ne sont pas non plus aussi importants qu'on pourrait l'espérer. C'est-à-dire qu'il y a encore un déficit au niveau des entreprises artisanales qui connaissent ces matériaux et qui sont capables de les mettre en œuvre. Mais par les formations organisées régulièrement, on peut espérer augmenter ce nombre. Voilà. Du coup, moi, j'enchaîne rapidement sur deux autres éléments, notamment les éléments qui vous permettent de retrouver des exemples réalisés aux environs de Lyon et donc dans le Nouveau-Rhône. Donc, c'est notre cartographie qui est en ligne sur le site indiqué en bas ici. Sur cette cartographie, donc, vous voyez, en fait, on a une multitude de réalisations remarquables qui sont indiquées. Donc, vous pouvez, entre autres, trouver deux sites qui témoignent donc de travaux réalisés sur la métropole et le Nouveau-Rhône avec le détail sur les travaux et les post-travaux, les coûts, les entreprises, la performance des travaux, etc. etc. François, tu peux présenter ce qui est disponible sur votre site? Oui, donc sur notre site, vous avez aussi des fiches de réalisation, des retours d'expérience, du contenu technique. On organise aussi régulièrement des webinaires qui sont revisionnables par la suite. Et puis, voilà, il y a différentes. On a un annuaire des homologues. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question qui demandait s'il y avait des associations équivalentes à OICOS sur d'autres départements. Je ferai passer à Sylvain le lien du document de nos homologues dans toute la France. Il y a aussi pas mal d'associations locales qui proposent ce type de service. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, il y a pas mal d'informations intéressantes. Et puis, vous pouvez nous contacter directement pour avoir une vision plus technique si vous avez un projet, quoi. Alors, merci François. On va passer la deuxième série de questions-réponses parce que là, on a pris trop de retard et puis on a encore quelques éléments à vous donner concernant les aides financières. De toute façon, tous les inscrits recevront un mail d'ici 2-3 jours avec à la fois un formulaire d'évaluation qu'on vous demande de prendre quelques minutes pour remplir et puis le lien vers le replay dès qu'il sera en ligne. Je vous informe aussi que la semaine prochaine, puisque là, on va enchaîner tous les mardis, on aura une conf à la maison spécialement sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Et puis les semaines suivantes, on aura des éditions spécifiques sur le chauffage au bois et le solaire, et puis encore d'autres sujets à venir. On va passer directement à la suivante. Hélène. Alors, voilà, donc il y a donc pour les travaux de rénovation énergétique, donc il y a des aides financières qui sont disponibles sous certaines conditions, donc des aides nationales et également locales. Donc on a réalisé il y a à peu près 15 jours un webinaire à ce sujet que vous pouvez revisionner également. Vous pouvez bien sûr nous contacter à l'espace Info Énergie pour toutes ces questions-là. Je vais faire un petit point sur les bonus matériaux biosourcés que la métropole a intégrés dans le dispositif EcoRénov. Donc, c'est la plateforme de rénovation énergétique. Et donc, justement, pour des logements qui sont éligibles à la subvention EcoRénov, donc c'est-à-dire des rénovations, soit BBC Rénovation en maison individuelle
ou BBC ou 35% d'économie d'énergie en copropriété, ces logements-là peuvent bénéficier donc d'un bonus matériaux biosourcés qui est plafonné. Et ici, vous avez donc la liste des différents postes travaux qui peuvent être justement subventionnés. Donc, on a parlé de l'isolation thermique par l'extérieur, donc enduite ou sous un bardage. Il y a également l'isolation par l'intérieur qui peut être aidée. L'isolation du toit, donc en comble perdu ou sous rampant. L'isolation du plancher bas, si on peut, entre guillemets, voir cet isolant depuis le garage ou la cave. Et également les menuiseries, donc bois ou bois alu. Et donc, on l'a mentionné un petit peu, donc sur nos sites internet respectifs, vous pouvez trouver également donc, des professionnels. Donc, à l'Espace Info Énergie, on a une liste de professionnels qui sont plutôt des maîtres d'œuvre ou AMO. Ensuite, il y a la liste des entreprises RGE, donc l'annuaire national, et donc l'annuaire des professionnels Oikos est également disponible en ligne. Donc la suivante, ça sera les coordonnées de l'association Oikos. Toujours à la Tour de Salvani, François? Toujours, oui. Et donc, comment ça marche? C'est possibilité de prendre des rendez-vous? Voilà, donc on propose du conseil technique. Alors, les gens peuvent nous poser les questions par mail ou par téléphone. On peut répondre dans la foulée si ce n'est pas très long au niveau du traitement. Par contre, si les gens souhaitent être accompagnés de façon un peu plus détaillée, on peut les accueillir dans nos locaux pour faire un entretien individuel avec des plans, des photos, ou faire des visites techniques aussi. Voilà, donc le principe, c'est d'aller faire un peu l'état des lieux de l'existant et puis de proposer des solutions qui soient adaptées à la configuration des lieux. Ok, merci beaucoup. Et puis la dernière diapo, les coordonnées de l'espace Info Énergie. Donc pour l'instant, vous nous trouvez dans la gare des Brotteaux. On est au premier étage dans l'aile nord au-dessus de la brasserie L'Est. Les collègues continuent même pendant la période Covid, donc de toute façon de répondre au téléphone. On a beaucoup de contacts. Normalement, l'ALEC devrait quitter la gare des Brotteaux au courant de l'été pour aller dans des locaux un petit peu plus grands, pas très très loin, vers Charpennes, mais on a effectivement, malgré le Covid, une équipe qui s'est agrandie, et donc c'est vrai que là, on va plus tous rentrer dans les locaux. Les collègues de l'ALTE et des SPUL resteront a priori pour l'instant dans les mêmes locaux. Donc en tout cas, vous avez les moyens de nous joindre par téléphone, par mail, vous avez le site internet. On est sur Facebook, on a une chaîne YouTube. Je vous ai envoyé le lien dans le chat tout à l'heure. Et donc, de toute façon, vous aurez les liens de la présentation dès qu'elle sera mise en ligne dans les prochains jours. Vous recevrez ça par mail, normalement avant la fin de la semaine. Moi, il me reste en tout cas à remercier nos deux intervenants du soir, donc Hélène, qui était déjà là la semaine dernière, et puis François, notre guest star du soir, puisque vraiment on va dire les matériaux biosourcés, c'est vraiment quelque chose on va dire Oikos a vraiment une légitimité sur l'éco-construction. Et en tout cas, on est content, François, d'avoir pu partager cette conf à la maison avec toi ce soir. Et puis, tous nos participants, on espère vous retrouver très bientôt sur d'autres sujets. Et on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.